Pour dire, je travaille moi beaucoup sur les images depuis quelques années, mais là on a terminé sur la question de la voix. Vous dites s'il y avait le bon haut-parleur, ben voilà, je vais... Voilà. Allô? Vous entendez? Tendez l'oreille, tendez l'oreille. Un peu de silence s'il vous plaît. Ça va venir. Vous ne l'entendez pas? Allons, allons français. Encore un effort. Nous allons finir par devenir républicains. Alors? Vous l'entendez? La voix? Une voix? Quelle voix? Vous le savez, nous avons depuis longtemps utilisé et utilisons encore la métaphore de la voix pour évoquer la conscience et son efficacité supposée. La conscience se manifesterait à nous à travers une voix qui parlerait pour la conscience en son nom, qui habiterait en nous, comme un spectre ou un double. Une voix qui serait nous, ou le meilleur de nous. Finalement, la conscience serait cela, une voix qui transmettrait les ordres d'une instance capable de nous guider, de nous protéger, de nous aider à nous orienter, tant dans l'existence que sur les routes pavées de bonnes intentions que les comportements des autres déroulent devant nous. Mais vous le savez, cette voix n'est pas la seule à hanter nos cerveaux. L'existence d'autres voix, la confirmation de ce que nous sommes hantés, habités, traversés de voies multiples, plurielles, est aussi quelque chose que nous connaissons. Je cite, je vous dirai qui après. Les anciens Grecs entendaient des voix. Les épopées homériques sont pleines d'exemples de gens guidés dans leurs pensées et actions par des voix intérieures auxquelles ils répondent automatiquement. De nos jours, nous sommes méfiants envers les personnes qui présentent ce type de comportement. Nous oublions que le terme entendre se réfère à une sorte d'obédience. Les racines latines du mot sont ob et audire, c'est-à-dire entendre quelqu'un à qui l'on fait face. C'est toujours la citation. L'autonomie de l'esprit est un concept si profondément enraciné en nous que nous répartissons ceux qui entendent des voix en diverses catégories. A, ceux qui sont légèrement amusants. Bon, c'est pas moi. 2, B, ceux qui sont des poètes. Pas moi non. 3, ceux qu'il faudrait enfermer dans un institut psychiatrique. 4, une quatrième catégorie pourrait être ceux qui regardent la télévision. S'il y a un espace réel ou virtuel de la pensée, alors il doit y avoir aussi du son à l'intérieur, car tout son cherche à s'exprimer comme vibration dans un milieu spatial. Bill Viola, Le son d'une ligne de balayage, Chimère numéro 11, printemps 1991. Voilà, nous y sommes, vous avez accepté de tourner le bouton sur « On » et vous vous mettez à recevoir les messages. Mais d'où viennent-ils les messages? Qui parle et à qui et à travers quoi? Quelle est la consistance d'une voix? Quelle est sa puissance, son pouvoir? Parce que vous ne l'avez quand même pas oublié, un Dieu, les dieux, le Dieu, avant toute chose, se manifeste en donnant des indications, des ordres, en disant, en conseillant, en indiquant ce qu'il faudrait faire. Pour nous, le mieux qu'on aurait à faire, ce serait de parvenir à l'entendre et après de l'avoir entendu, d'obéir, et si possible, immédiatement. Mais faire ça, agir comme ça, nous on ne peut plus, qu'on soit ou non croyant, sauf à être littéralement pris par le Dieu, ou comme on dit, possédé. Mais comme vous le savez, même si c'est bien lui qui parle, ses indications ne sont pas toujours des plus claires. C'est le moins qu'on puisse dire. Pas toujours formulées de la façon la plus amicale. Tentons un petit travail de généalogie prospective. Remontant le temps, mais regardant pendant ce temps-là par-dessus notre épaule vers aujourd'hui, ou vers demain. Reprenons 5 minutes avec Yahvé et tentons de remonter jusqu'au Dieu ou à toute autre instance qui pouvait parler dans les cerveaux de nos ancêtres bicaméraux et qui pouvait porter soit le nom de chef, soit celui du père, à moins qu'il n'ait eu encore aucun nom. L'invention d'Yahvé, c'est-à-dire d'un Dieu unique, a sans doute été rendue nécessaire par le mode de vie de ces tribus nomades, qui se trouvaient rencontrer à chacune de leurs escales des dieux locaux. C'est moins un problème d'image, à mon avis, qui est la source de l'interdit de la représentation, que le lien que l'on a établi entre un élément visible, une statue, grande ou petite, une image, un dessin, ou encore une représentation symbolique, et un élément sonore, l'émission d'ordre par des voix. Il était plus facile de déclencher les processus d'émission et d'audition des voix en présence d'un élément matériel, d'une image ou d'une idole, car on pouvait alors identifier la source de la voix, même si cette image était celle d'un animal ou d'un monstre. Pour le peuple hébreu, l'enjeu a été de se protéger contre la dissémination de ces ouailles en inventant un émetteur sans visage qui pourrait émettre ces messages indépendamment du lieu et donc d'un support matériel permettant de l'activer.
ils ont inventé la radio sans fil, avec réception directe dans le cerveau, sans passer par la médiation d'un objet. Auparavant et partout ailleurs, les dieux étaient légion, parlaient à travers ou par l'intermédiaire d'éléments matériels. Ils étaient des projections différenciées de ces voix plus anciennes, qui étaient liées, elles, à l'exercice de l'autorité, du chef de la horde, du roi, de la puissance capable de réguler les comportements individuels et collectifs, qui sinon restaient ou resteraient, on le voit aujourd'hui encore, erratiques. Ce que je ne vous ai pas dit encore, c'est que Bill Viola cite, sans le nommer dans ce passage-là, mais avec certitude, un livre, le livre de Julian Jaynes, qui s'appelle « La naissance de la conscience dans l'effondrement de l'esprit ». William Burroughs, qui s'y connaît en hallucination et autres voix venant hanter l'esprit, cite aussi ce livre plusieurs fois dans ses essais. Je cite. Julian Jaynes affirme que la crainte qu'inspirait l'antique prêtre roi dérivait de sa capacité à produire sa voix dans le cerveau de ses loyaux sujets. C'est la voix de Dieu qui chemine à travers l'hémisphère cérébral non dominant. Jaynes fait état d'évidences cliniques. La stimulation de l'hémisphère non dominant fait que les sujets entendent des voix. Quelqu'un qui a tenté de se noyer a déclaré qu'une voix intérieure lui disait de se tuer et que pour une quelconque raison, il devait obéir à cette voix. Si l'on veut lancer un culte, dit Burroughs, la première étape à franchir est d'introduire sa voix dans l'hémisphère non dominant du cerveau de ceux qui ne vont pas tarder à être des disciples dévoués. Burroughs, donc, essai 1, dans l'article qui s'intitule « Secte et mort ». Burroughs comprend comme Bill Viola l'homme à audirer à sa juste mesure, même s'il s'en tient dans ce passage au fait que les voix sont et ne seraient en quelque sorte qu'extérieures, ou alors que, provenant de l'intérieur, elles seraient plutôt porteuses de mauvais conseils, pour ne pas dire plus. La thèse de Julian Jaynes postule que chaque cerveau a la capacité d'entendre des voix, mais aussi qu'il est capable de les produire en lui-même sous certaines conditions. Il y a vis-à-vis d'une voix dominante un aspect indéniable de soumission. On se soumet à quelque chose que l'on ne contrôle pas et qui par contre semble en mesure de nous contrôler. Ce que Burroughs évoque dans un autre essai, c'est le fait que ces voix, de vécues comme positives, c'est-à-dire comme donnant des conseils qui permettaient de s'orienter positivement dans l'existence, vont devenir sujettes à caution. Cela commence dès après l'Iliade, l'Odyssée, premier livre dans lequel une conscience individuelle, au sens où nous l'entendons, est réellement à l'œuvre, témoigne de l'aboutissement de ce changement. Je cite à nouveau Burroughs. Julian Jaynes avance que cette voix était autrefois entendue par tous les hommes et qu'elle conduisit leur destin jusqu'à environ 1000 années avant Jésus-Christ. Le prêtre roi, dit-il, était considéré avec terreur, car il avait le pouvoir de produire sa voix dans les cerveaux de ses sujets loyaux. La voix a perdu son pouvoir et son prestige pendant une période de chaos, de migration et de soulèvements sociaux. La voix est encore entendue par certains individus, mais est désormais considérée comme le symptôme d'un désordre mental. Entendre cette voix revient à lui obéir, et donc Ponce Pilate a autant de raisons d'éviter le contact avec le Christ qu'il en aurait d'éviter une maladie repoussante et grandement contagieuse. Burroughs essaie de la coïncidence. Un peu plus loin, dans cet article, Burroughs note encore, des générations de croyants croient parce qu'une voix intérieure leur dit que c'est la vérité. Et c'est un genre de vérité aussi puissant que la grande vérité d'Einstein, la matière fait énergie. Toutefois, la vérité religieuse semble aller dans une autre direction que celle de l'énergie primaire se transformant en matière, c'est-à-dire dans la répétition sans vie de formules dogmatiques. Fin de la citation. La possibilité de comprendre le Dieu comme entité externe passe par la projection de la fonction rectrice du Dieu dans un domaine inaccessible et indépendant de la volonté humaine, comme le sera le monde des idées par exemple. Cela permet de relativiser sa puissance salvatrice, et la voix n'est plus, comme on le voit encore avec le daimon de Socrate, qu'un indicateur permettant au mieux de repérer la voie ou la direction à suivre. Ce mouvement d'externalisation, d'abstraction, se double d'un mouvement d'internalisation du contrôle des voix par la formation d'une instance capable de réguler et de mettre en ordre leurs manifestations multiples. C'est de ce double mouvement que naît la conscience. Elle devient une chambre d'écho, le lieu de manifestation d'une voix intérieure contrôlable, tout en étant capable d'appréhender Dieu comme une voix lointaine et rare. De ces manifestations antérieures à ce Dieu-là, il ne reste que des histoires et des prescriptions rassemblées dans des textes. Se découvrant capable d'entendre,
de déchiffrer et d'émettre une voix, la conscience sait implicitement qu'elle est en train de devenir à elle-même et pour elle-même son nouveau Dieu. Alors, vivre la voix ? Toujours guette devant la porte de chaque homme vivant un émetteur, susceptible de lui envoyer des messages qui vont le renverser ou déclencher en lui l'apparition de voix qui risquent de le troubler, de le rendre fou, mais aussi parfois de le sauver. Nous, les parvenus, d'après la mort supposée de Dieu, nous avons appelé cela l'art. Et si l'on n'entend par là que faire l'expérience de l'art, que ce soit comme créateur, comme spectateur ou auditeur, est ce qui nous fait vivre une expérience radicale. Robert Musil nomme non ratioïde le domaine qui inclut en particulier des expériences du type de celles que font les mystiques, et en tout cas celles qui sont portées par une remise en cause radicale, aussi bien du grand partage sur lequel la science fonde sa légitimité, que sur la reconnaissance de l'existence et de l'importance pour la pensée d'expériences qui se manifestent par des affects puissants. Ceux qui relèvent de ce que Rudolf Otto, dans son livre Le Sacré, a appelé le numineux, je cite, « ce frisson d'horreur qui reparaît sous la forme infiniment plus noble du saisissement qui rend l'âme muette et la fait trembler jusque dans ses dernières profondeurs. » Si l'on revient un instant à ce que peut écrire James, on s'aperçoit que ces voix sont en effet d'une puissance incomparable et imparable. Essayez de devenir pour un instant des bicaméraux, deux cerveaux qui fonctionnent de manière discontinue. Repensez à ces héros de l'Iliade, qui, au bord de sombrer sous les coups de l'adversaire ou sous leur propre faiblesse, sont sauvés par l'apparition d'un dieu ou d'une déesse qui leur disent à la fois ce qu'il faut faire, leur donne la force d'accomplir le prodige, sans même qu'ils aient à y penser, sans même qu'ils aient donc à le vouloir et à le décider. Je cite, « Réfléchissez à ce qui se passe quand vous écoutez et que vous comprenez que quelqu'un vous parle, c'est James. Dans un certain sens, nous devons devenir l'autre personne. Disons plutôt que nous lui laissons devenir une partie de nous-mêmes. Écouter est en fait une sorte d'obéissance. » Voilà la citation dans James qui vient très nettement qui était dans Viola avant. Obéir vient du latin obedire, qui est un composé de ob et audire, c'est-à-dire entendre en faisant face à quelqu'un. Le problème vient du contrôle de cette obéissance. Il s'effectue de deux manières. La première et la moins importante dépend simplement de la distance. La deuxième façon importante de contrôler l'autorité que les autres ont sur nous par la voix s'appuie sur l'opinion que nous en avons. Si vous désirez que quelqu'un vous contrôle par le langage, il vous suffit de l'élever dans votre échelle personnelle de valeur. Toujours James. Songez maintenant à ce qui se passe quand aucune de ces méthodes ne marche parce qu'il n'y a personne. Pas de point de l'espace d'où vient la voix, que vous ne pouvez pas la maintenir à distance, qu'elle se trouve aussi proche de vous que ce que vous appelez vous, quand sa présence échappe à toutes les limites, quand aucune fuite n'est possible, fuyez, elle vous suit. Une voix qui n'est pas arrêtée par les murs, ou les distances que l'on ne peut diminuer, que l'on ne peut diminuer en se bouchant les oreilles, ni les étouffer avec quoi que ce soit, pas même ses propres cris, comme celui qui entend ses voix est désarmé. Fin de la citation, James, donc, page 117-119. Cette fois, je crois que vous avez compris, que nous avons compris peut-être, et que vous reconnaissez, vous nous reconnaissez. Il n'y a entre ce portrait de l'homme bicaméral et nous presque aucune différence. Nous passons notre vie à entendre des voix qui viennent de partout dans l'espace. Nous ne savons pas comment elles nous parviennent. Elles envahissent nos cerveaux de la même manière que le faisaient les voix des chefs, des pères, des dieux. Ne protestez pas. Il n'y a aucune différence. Absolument aucune. La seule, c'est sans doute leur nombre. Et encore. Ces voix en nous avaient la capacité de se multiplier, lors même que les voix provenant du dehors devaient être moins nombreuses. En effet, aujourd'hui, les voix du dehors sont légion, et celles du dedans, la nôtre, je veux dire celle de notre conscience, toujours supposée être unique, tend à s'éteindre. Écoutez-vous donc, écoutons-nous donc, ressassez nos histoires, nous parler, constatez que même en nous, ces voix, encore, sont toujours là, multiples. Écoutons-nous écouter la télé ou la radio, attendre que nos portables sonnent, parler dedans, en oubliant que les voix que nous entendons sont transmises par les réseaux et des satellites, qui ne sont précisément pas des points dans l'espace. En tout cas, ni des points fixes, ni des points de l'espace terrestre à proprement parler. Et peut-être qu'on va découvrir d'étranges parentés avec ces hommes bicaméraux qui furent nos ancêtres, et dont la structure psychique continue, peut-être, ou sans doute,
de tramer ces réseaux en nous. En tout cas, ce que nous devons constater, ou ce que nous constatons aujourd'hui, c'est que la victoire de la conscience est une victoire à la Pyrrhus, car la conscience est une île à la dérive. La conscience ne cesse de se battre pour conserver ses prérogatives, interdire aux voix, aussi bien de surgir de son fond inexploré que de l'envahir de l'extérieur, sauf à ce qu'elle soit estampillée par de lointains sceaux et émise par de lointaines sources, toujours aussi magiquement actives, car de ces sources-là, elle a quand même appris à se méfier et à les contrôler. L'histoire de la pensée occidentale n'est sans doute autre que le grand récit de cette conquête, à jamais indécise de la conscience sur ces territoires qui lui sont coextensifs et qui, intérieurs ou situés à l'extérieur dans la réalité, sont les projections, les métaphores ou les incarnations les uns des autres. Alors qu'est donc la conscience devenue? Rien d'autre que ce qu'elle a été depuis toujours, une voix qui est à la fois composée d'une multiplicité de voix et qui se veut ou se prétend encore et toujours unique. Elle est en quelque sorte la voix qui dit ce qui a été décidé dans le tribunal intérieur de l'individu, dont elle est à la fois le porte-parole et l'exécutrice testamentaire. C'est précisément dans cet écart que Nietzsche, à juste titre, a vu ce que l'on pourrait appeler la faiblesse originelle de la conscience. Revenons un instant d'abord au texte de James. Le passage précédent se poursuivait ainsi, c'était la fin d'un long paragraphe. L'explication de la volonté chez les hommes subjectifs conscients reste un problème fondamental pour lequel on n'a pas trouvé de réponse satisfaisante. Mais chez l'homme bicaméral, c'était ça la volonté. On pourrait le dire autrement, en disant que la volonté venait comme une voix sous la forme d'un ordre neurologique dans lequel l'ordre et l'action n'étaient pas distincts, dans lequel entendre revenait à obéir. Fin de la citation. Écoutons maintenant la version antérieure, mais très proche, que Nietzsche racontait dans la généalogie de la morale. Je cite: élever un animal qui puisse promettre. N'est-ce pas là cette tâche paradoxale que la nature s'est donnée à propos de l'homme? N'est-ce pas là le problème véritable de l'homme? Que ce problème soit resté dans une large mesure, voilà qui ne laissera pas d'étonner celui qui sait bien quelle force s'y oppose, la force de l'oubli. Eh bien, cet animal nécessairement oublieux, pour qui l'oubli représente une force, la condition d'une santé robuste, a fini par acquérir une faculté contraire, la mémoire, à l'aide de laquelle, dans des cas déterminés, l'oubli est suspendu, à savoir dans les cas où il s'agit de promettre. Si bien qu'entre le « je veux » et le « je ferai » initial, et cette véritable décharge de la volonté qu'est l'accomplissement de l'acte, tout un monde de choses peut très bien s'intercaler sans rompre la longue chaîne de la volonté. 2 pages plus loin, la conscience entre en scène. À nouveau Nietzsche. On peut deviner à l'avance que le concept de conscience, dont nous rencontrons ici la forme la plus haute, presque déconcertante, a déjà une longue histoire. Comment former dans l'animal homme une mémoire? Comment imprimer quelque chose d'ineffaçable à cet entendement du moment présent, à la fois étourdi et obtus, à cet oubli incarné? On grave quelque chose au fer rouge pour le fixer dans la mémoire. 2 points. Seul ce qui ne cesse de faire mal est conservé par la mémoire. Fin de citation. La perspective nietzschéenne a été comprise et assimilée, et elle se trouve sensiblement prolongée, donc et transformée par les moyens techniques que l'homme a depuis inventés et dont il se sert, ou plutôt dont il laisse certains se servir, puisqu'ils l'asservissent plus encore. Les inscriptions au fer rouge n'ont pas disparu. Elles ont été remplacées peut-être au quotidien par des émissions permanentes de messages, dont la double fonction est manifeste: plonger dans l'oubli ce qui n'est pas eux, tout en offrant à la mécanique mémorielle de prendre en charge à la fois ces messages et ceux dont ils parlent. Vous reconnaîtrez là la double fonction de l'information généralisée et son double anesthésiant, la publicité permanente, qui sous les formes que prennent dans notre monde les voix, celles qui sont émises de nulle part, la forme que prennent dans notre monde les voix, celles qui sont émises de nulle part et de partout. Que s'est-il passé? La conscience comme instance régulatrice, comme doublet à la fois concret et transcendantal du Dieu, et donc comme voix, la conscience a été détrônée. De nouveaux dieux apparaissent, qui sont toujours des théophanies vocales et visuelles, mais qui fonctionnent d'une manière très archaïque. Parce que c'est bien de cela dont il s'agit d'abord, de savoir non plus à quel sein nous nous vouons, mais quelle voix nous écoutons. Car la conscience qui est une voix
est aussi un dispositif d'écoute et d'enregistrement. Ce qu'elle écoute, elle-même, ou disons ce qu'elle croit, non pas tant être elle-même, il n'est pas certain qu'elle sache vraiment ce qu'elle est ni qui elle est, ni provenir d'elle. Ce qu'elle écoute, c'est ce qu'elle croit lui être adressé et qui répondrait à ses attentes. La conscience fonctionne donc vis-à-vis des voix extérieures comme un filtre qui dévie ce qu'elle décrète implicitement de ne pas la concerner et le renvoie dans le monde des ombres. Elle n'accepte que ce qu'elle croit pouvoir et devoir lui être adressé ou lui parler. La conscience n'écoute et n'entend, ne comprend, ne peut recevoir que des voix qui lui parlent. Mais qui décrète que ces voix-là sont à elle adressées? Elle prétend que c'est elle. Cette croyance en une intentionnalité supposée des messages est la base du fonctionnement, voire de l'existence même de la conscience. La conscience est un mécanisme de filtrage qui attribue un coefficient d'intentionnalité au message capté, mais aussi l'instance qui les trie en fonction de ce critère. Si elle filtre, c'est parce qu'en amont et en aval, attentive à trier, la reconnaissance, cette fonction psychique, assurant ou permettant de répondre aux besoins primitifs de sécurité auxquels aspire la conscience, et auxquels la conscience est aussi soumise. La conscience, nous l'associons à l'individu, nous la vivons et la pensons individuelle, et quand nous l'envisageons collectif, c'est toujours quand même sur le mode d'une entité qui ressemble de près ou de loin à ce que nous connaissons de nous-mêmes, ou du moins imaginons connaître. Pour trier les données qu'elle accueille en son sein, un deuxième filtre est nécessaire. Il lui permet de choisir entre ce qu'elle connaît et ce qu'elle ne connaît pas. Elle va tendre à choisir ce qu'elle connaît parce qu'elle le reconnaît, et à privilégier cela, parce que c'est une source de grande satisfaction, plutôt que ce qu'elle ne connaît pas, source de trouble, d'inquiétude, voire d'angoisse. L'acceptation de l'inconnu, du pas encore connu, ou de ce qui n'est pas très bien connu, bref, de ce qui est plus ou moins étranger, cette acceptation n'est possible que sur le fond d'une sorte de dilution de l'étrangeté. Ceci s'opère au moyen de l'attribution, à ce qui est inconnu ou mal connu, d'un certain coefficient de reconnaissance. Ce qui est absolument inconnu ne peut être perçu par la conscience. Ce qui est étranger ou angoissant l'est, en général après coup, au terme d'un processus complexe de translation d'un champ à un autre. Cette translation, que l'on nomme métaphore, constitue le ressort même de la pensée. La conscience se l'est appropriée sans trop de difficultés. Cet écart et cette durée, tous deux variables mais incompressibles, dessinent en quelque sorte l'espace propre de la conscience, le champ dans lequel elle peut tenir, devant elle, comme en elle, cette part d'étrangeté, associée de toujours à ce qui n'est pas encore connu, et ainsi l'observer, le mesurer, et décider de le garder ou non. Cette puissance de décision, mécanisme inhérent à la conscience, est, comme Nietzsche l'a montré, le fruit d'un long apprentissage, mais il n'est pas certain qu'il concerne de manière précise les contenus de ses décisions et de ses choix. Il faut nous arrêter ici et demander encore une fois qui ou quoi décide, à la fois d'accepter ou de refuser ce qui va être reçu par la conscience, de ce qu'elle va ou non accepter comme message, et du fait même de décider ou de choisir. Qui ou quoi décide en nous? Puisque pour l'instant, en tout cas, la conscience est le dispositif par lequel un sujet est précisément sujet et se reconnaît comme tel. Comment ne pas voir dans ce jeu, qui nous sert de miroir, se dessiner l'ombre du Dieu? Il est aujourd'hui possible de démontrer que ce Dieu, qui ne cesse de se manifester en s'absentant, est le fruit d'un double processus. Celui de l'instauration de la conscience comme dispositif général de régulation des passions, et de la projection de cette puissance conquise contre les dispositifs archaïques sur le ciel du grand dehors, afin de les rendre moins angoissants. Surface incernable et miroir déformant mais sans faille, le Dieu signe son éloignement radical en même temps qu'il maintient une présence constante, mais couverte par le secret que la conscience s'impose puisqu'il la conserve. C'est un moment où l'on pose Dieu comme extériorité qu'il devient le jouet de nos fantasmes et de nos élucubrations les plus complexes, les plus délirantes, et que l'on se découvre exactement incapable de le rejoindre. Chaque pas effectué dans sa direction l'éloignant au moins d'autant. Parler de Dieu, parler à Dieu, c'est inévitablement non pas le tuer, mais simplement continuer à obscurcir le territoire de ses manifestations, et donc l'éloigner toujours un peu plus de lui. En d'autres termes, le Dieu n'est pas un double ou une projection de la conscience, mais le moyen par lequel la conscience a pu parvenir à se constituer comme tel, en le repoussant dans le grand dehors ou en l'enfouissant dans un dedans inconnaissable. A-t-elle cru parvenir à désamorcer la puissance négative des forces et des formes de l'étrangeté
ou de l'altérité radicale? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Mais ce qui se passe aujourd'hui, ce n'est pas que la conscience se serait tue, comme l'oracle de Delphes, en annonçant qu'elle n'avait plus rien à dire, c'est qu'elle est assaillie et envahie par de nouvelles voies. Et ces nouvelles voies, ces voies techniques, qui ont donc été inventées et produites par l'homme ou par des hommes, arrivent à la conscience sous une forme telle qu'elles prennent la place de la voix intérieure et que, venant du grand dehors, elles remettent en fonction l'écoute qui était celle de nos ancêtres bicaméraux, pour lesquels la voix qui parle et ordonne, et à laquelle on obéit, pouvait ne pas leur sembler émise d'une position précise dans l'espace. Mots, images, virus. Une nouvelle donne. Quel rapport entre Dieu, le Dieu, les voix, les virus? Des rapports inédits. Enfin, ce sont plutôt des rapports aussi anciens que ceux qui animent le psychisme. Le psychisme bicaméral, celui qui survit chez les schizos en particulier, mais surtout que des artistes qui n'ont pas peur des images ou des mots expérimentent et révèlent à travers leurs œuvres. Acceptons pour cela de quitter les chemins balisés par lesquels nous voyageons le plus souvent dans les forêts de la création. Il nous faut accepter de considérer que la conscience est déjà dépassée comme dispositif et comme instance de régulation, dans la mesure même où elle n'est plus en mesure de percevoir ni ce qui arrive dans les choses, ni ce qui lui arrive à elle. Soldat bornée, elle se contente de monter la garde et de prêter l'oreille aux alarmes, sans s'être aperçue que les alarmes ont été débranchées, et que par contre, une infinité d'autres bruits, d'autres voix ont envahi le monde et lui passent à travers à chaque instant. Elle les repousse, comme sans importance, sans s'apercevoir que son économie qu'elle croit florissante est en fait réduite à presque rien par rapport à ce qu'elle nommerait une économie souterraine, dont elle prétend qu'elle n'existe pas, ou qu'elle est égale à quelques bruits marginaux, ne dérangeant pas le grand concert qu'elle se donne à elle-même depuis tant de siècles. En d'autres termes, nous sommes tous devenus schizos sans nous en apercevoir. Pas parce que nous avons peur de sombrer sous l'affût des émissions de voix et d'images nous assaillant de l'intérieur, mais parce que nous croyons qu'il est d'une part nécessaire d'accueillir ces flux infinis d'images et de voix émis par tous les satellites du monde, et d'autre part qu'il serait nécessaire ou qu'il est nécessaire de nous en protéger, et qu'il nous suffit pour cela de nous boucher les oreilles avec nos doigts. Pourtant, dans le même temps, désorientée, notre conscience se referme sur elle-même, libérant en nous d'autres mécanismes psychiques qui se réveillent, et avec lesquels nous essayons de nous orienter dans un monde dont la réalité ne ressemble plus aux cartes que nous connaissons. Je recite Burroughs. En 1959, Brian Gysin a déclaré que l'écriture avait 50 ans de retard sur la peinture et a appliqué à celle-ci la technique du montage. Il est un fait que le montage est beaucoup plus proche des faits de la perception urbaine en tout cas, que la peinture figurative. L'écriture est encore confinée dans la camisole de force de la représentation séquentielle du roman, forme aussi arbitraire que le sonnet et aussi éloignée des données réelles de la perception et de la conscience humaine que cette forme poétique du XVe siècle. Toujours Burroughs, la conscience est un cut-up. La vie est un cut-up. Chaque fois que vous marchez dans la rue ou que vous regardez par la fenêtre, votre flux de conscience est coupé par des facteurs aléatoires. Et c'est le dernier potage. Dans un autre essai antérieur, il écrivait déjà, encore lui. Une autre source de matériaux pour l'écrivain est constituée par les voix qu'il entend tout le temps. Qu'il le sache ou non, il faut penser qu'il entend ses propres mots. Si le magnétophone capte des voix, vous en faites autant. Un magnétophone n'est que le modèle d'une fonction du système nerveux de l'homme. Considérez les voix comme une chose de matériaux. J'ai parlé de la ressemblance stylistique entre les voix de Rodive et certaines phrases entendues dans les rêves. Le processus onirique se poursuit tout le temps, mais n'est pas ordinairement perceptible quand vous êtes éveillé, à cause de l'énergie sensorielle et de la nécessité de se projeter dans un contexte apparemment objectif. Toujours Burroughs. Les voix oniriques, qui peuvent bien avoir les mêmes origines que les voix de Rodive. Rodive, c'est un mec qui avait enregistré, fait tourner des bandes magnétiques dans l'absence de bruit, et quand on les repassait, on entendait des voix. Ça reste un mystère en tous les cas. Les voix de Rodive, les voix oniriques qui peuvent bien avoir les mêmes origines que les voix de Rodive à enregistrer, peuvent être contactées à n'importe quel moment. Il est simplement nécessaire de me défaire des mécanismes de défense. La meilleure écriture est atteinte dans un état de perte d'ego.
L'ego de l'écrivain défensif et limité, ses propres mots, entre guillemets, dit Burroughs, ce sont là ses sources les moins intéressantes. La tâche qu'on peut s'assigner est de rassembler une page ou deux, ou autant que vous voulez, qui ne contiennent aucun mot qui vous soit propre. Fin de la citation d'un texte qui s'appelait « Ça appartient au concombre » au sujet des voix enregistrées par Rodive. Nous en sommes encore là, embarqués dans un monde qui crée de l'hallucination plus vite que défilent nos rêves. Nous sommes confrontés à une situation nouvelle, en effet, comparable à celle de nos ancêtres bicaméraux, à ceci près que nous devons agir malgré tout en fonction de notre conscience, dont nous n'arrivons pas à nous défaire, puisque pour beaucoup d'entre nous, elle est porteuse encore de la voix qui oriente et qui guide, et que donc elle est notre Dieu. Mais comme nous le constatons chaque jour un peu plus, ces conseils sont limités, peu efficaces, voire même proprement désastreux. Si de Dieu, on peut penser qu'il n'y a plus, on trouve à la place, assaillant la conscience, cette infinité de voix, porteuses de messages dont nous sommes, comme humanité, les émetteurs, mais dont le sens est pour le moins brouillé ou en tout cas obscurci, à la fois par le climat général d'hallucination dans lequel nous vivons et par l'impuissance de nos consciences à les déchiffrer. Si nous voulons mieux comprendre ce que ne cessent de nous imposer ces voix qui hantent nos rêves, ou celles qui sont émises par les tenants de la marchandise ou de l'ordre politique, il faudrait plutôt recourir au cutter, car ce qui nous est dit là ne relève pas de la logique des propositions à laquelle la conscience est soumise, mais bien plutôt de celle délirante, de montage hallucinogène et hallucinatoire. Les images et les mots de porteurs de sens sont devenus des virus. Ou plus exactement, ils fonctionnent comme des virus. Burroughs, encore lui, a pu écrire dans un texte intitulé « Révolution électronique » ceci. J'ai souvent comparé le mot et l'image à un virus ou à l'action virale, et cette comparaison n'a rien d'allégorique. Il apparaîtra que dans les langues syllabiques occidentales, les distorsions constituent de véritables mécanismes viraux. Le « EST » posant l'identité constitue un mécanisme viral. Si la pensée peut se déduire de l'action, un virus consiste à survivre. Survivre aux dépens de l'hôte envahi. Être animal, être corps animal que le virus peut envahir. Être des animaux, être des corps. Être davantage de corps animaux afin que le virus puisse passer d'un corps à l'autre. Rester présent en tant que corps animal, rester absent en tant qu'anticorps ou que résistance à l'invasion du corps. Le catégorique, constitue également un mécanisme viral qui vous coince dans l'univers viral. La locution soit ou constitue une autre formule virale, c'est toujours soit vous, soit le virus. Soit ou. Telle est en fait la formule conflictuelle qui constitue l'archétype du mécanisme viral. Fin de la citation. Un virus se déploie en fonction de phénomènes d'amplification, de réplication, de multiplication. Cela laisserait entendre que s'il y a un sens dans l'infinité de ces messages, il se trouve plutôt dans leur fonctionnement même que dans leur apparente et si visible et si lisible signification. Ce n'est pas ce que les voix disent qui importe, ni ce que ceux qui les contrôlent veulent leur faire dire et nous faire comprendre, mais ce que nous pouvons entendre lorsque nous les écoutons munis d'une oreille déconscientisée, d'une oreille qui n'a peur ni de la skise, ni de l'apparente extraterritorialité des voix, ni des fantômes qui hantent les rêves, ni des monstres que la raison engendre. Cette oreille a reconnu en ces hallucinations auditives et visuelles qui nous environnent les dieux d'avant Dieu et les dieux. L'intensité même des troubles qui nous saisissent devant l'impuissance de notre Dieu, de notre conscience, à nous aider aujourd'hui pour nous orienter dans le monde, ressemble sans aucun doute à celle qui saisissait l'individu ou le groupe quand, ne sachant pas ou ne sachant plus qui il était ni où il se trouvait, devait apprendre à s'orienter dans un monde angoissant d'être traversé par tant de flux incontrôlables. Dans nos mégapoles, nous avons recréé quelque chose qui se rapproche des conditions de la perception qui pouvaient exister dans le monde des voix. Nous avons appris à cloner mots et images et sommes en train de découvrir et de comprendre que depuis toujours, ils étaient et fonctionnaient comme des clones et des virus. Nous devons apprendre maintenant à nous défendre et à nous protéger tout en les assimilant et en les utilisant. Incertain pourtant quant aux résultats qu'auront sur nous les manipulations auxquelles nous participons, car comme le disait il y a déjà 1000 ans
notre cher poète persan Omar Khayyam, pour parler clairement et sans parabole. Nous sommes les pièces du jeu que joue le ciel. On s'amuse avec nous sur l'échiquier de l'être, et puis nous retournons un par un dans la boîte du néant. C'est une autre approche que tu nous as proposée de la question d'une instance tierce à travers la conscience, qui serait, comment dire, un repère des valeurs, etc., qu'on aurait en nous. Et si j'ai bien entendu, cette instance aurait tendance à reculer au profit d'un envahissement des messages, des messages audio, entre guillemets, si je peux dire. Audio et visuel. Audio et visuel que l'on reçoit comme dans la prolifération technologique, dans l'offre technologique qu'on subit, qu'on vit, dont on se sert, tout en la subissant, tout en s'en servant, tout en, voilà, chaque jour. C'est ce qui nous caractérise tout de même. L'homo technologicus. Voilà. Et que c'est, enfin, tu nous as parlé de l'information en quelque sorte, c'est-à-dire aussi de l'émission-réception sans comme une matière informative, mais qui ne suppose plus un sujet, un sujet. Oui, un sujet classique, voilà, c'est pas, on va pas, là on n'est pas obligé d'ergoter sur les mots, sujet, conscience, tout ça est à peu près celui qui est constitué depuis, auquel on travaille d'arrache-pied depuis 2000 ans et qu'on voit en train de se... Un sujet à qui on s'adresse et à qui on ne se contente pas d'émettre, enfin, qui n'est pas seulement le récepteur d'un message, mais aussi, comment dirais-je, un sujet constitué, humain, qui reçoit et à qui on s'adresse. Voilà. Oui, non mais l'idée, voilà, après c'est juste, mais si on parle de l'idée de James, c'est très simple, il suppose, alors aujourd'hui on ferait des descriptions, c'est un livre qui a été écrit dans les années 70, publié en France 84, la manière qu'il a de raconter le passage de l'émission du cerveau droit au cerveau gauche, pourrait sûrement être remis en cause dans les descriptions qu'on peut faire aujourd'hui. Je crois que sur le fait du fonctionnement, il a plutôt raison. Il existe des phénomènes comme ça, on les constate encore aujourd'hui. Donc je pense qu'il faut garder ça comme un schème descriptif, et surtout sur le fait que, voilà, deux cerveaux, l'un qui reçoit ou émet en vue de l'autre cerveau. Donc ça passe du dehors ou du dedans, mais à l'intérieur d'eux. Et cet homme bicaméral vit par intermittence. C'est-à-dire, il est, je veux dire que il n'est pas conscient. Il n'est pas constitué comme un sujet. Il subit, agit, mais entre les deux, d'une certaine manière, il n'existe pas. On pourrait dire ça. Il accomplit des gestes, tout simplement. Alors, c'est un modèle neuronal. Oui. Tout à fait. Attends, ce que je veux dire, c'est que l'hypothèse ou la thèse, peu importe, c'est que l'existence massive, dans le monde dans lequel on vit, de ces voix, de ces images, etc., c'est ça qu'il faut essayer de comprendre. L'hypothèse que je fais, c'est que ce que ça produit comme effet, c'est disons que la conscience, sans être une ou unifiée, sans être une, était à peu près unifiée, unitaire. Elle essayait de se tenir. Elle avait composé quelque chose comme un personnage à peu près entier. Elle avait des failles, elle était souvent double, duel, triple, d'accord, mais en gros, elle réussissait à se tenir. L'ensemble de ces voix, de cette aurait tendance à réintroduire quelque chose. Il faut bien trouver, j'allais dire, des points sur lesquels rebondir. Celui-là me semble assez efficace jusqu'à un certain point dans la description de phénomène. Le fait, on va dire, l'émission massive de voix tend à réinscrire ou réouvrir dans la conscience, reformater la conscience comme une non-conscience et de la ramener du côté de la skis ou de la bicaméralité, c'est-à-dire lui faire revivre quelque chose qui ressemblerait à ça, c'est-à-dire à subir, agir à cause à travers l'émission de voix, de messages, qu'on ne contrôle plus vraiment, et qui ont donc un double effet. Celui de remplacer la conscience, bon ok, par moment, pourquoi pas, on a tous perdu conscience, on a tous picolé, pris des drogues, peu importe, c'est égal, bon, mais non, là ça a tendance à la déstructurer de manière fondamentale, ou à interdire la structuration, si on s'adresse plutôt, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, à des gens plus jeunes qui n'auront, eux, connu, on va dire, d'autres mondes que celui-là. Voilà. Et me semble-t-il,
l'hypothèse de James, mais surtout ce qu'on peut en tirer. Faut pas être au pied de la lettre, comme il y a souvent des gens très révérencieux qui glorifient. Non, James, c'est vraiment un schéma opératif pour repenser l'histoire de la conscience et montrer aussi comment toute l'histoire de la pensée occidentale aura été une tentative de lutter contre ce bicaméralisme en quelque sorte, pour établir quelque chose qui se tient. Et là, on voit bien qu'il se défait, mais on voit bien qu'il a existé. Si l'hypothèse globale de James est à peu près claire et à peu près juste, on voit bien qu'il a existé d'autres états avant, on a des éléments, et on peut peut-être trouver dans ces éléments de quoi nous aider à penser un peu autrement ce qu'on vit là. C'est tout, c'est ça, c'est tout bête, tout simple. Moi je suis très impressionné par l'exposé de Jean-Luc Poitvin, je vous remercie. Je crois qu'il ne faut pas aller trop vite dans la saisie d'un tel exposé. C'est-à-dire qu'il a son efficacité propre, sa densité. Mais je crois que les hypothèses et les thèses qu'il lance, il ne faut pas les recevoir dans une trop rapide immédiateté. Il y a un effet de sidération à l'exposé, mais il y a aussi un effet de profondeur. Et je crois que nous oblige à déplacer pas mal de conceptualisation que nous avons de la situation présente, de ce que serait par exemple notre psychologie, ou notre rapport à l'autre, ou notre rapport aux voix, ou notre rapport aux instruments techniques. Donc, je voudrais moi je pense qu'il faut éviter de trop l'interpréter, il faut l'interroger plus que l'interpréter. En sachant qu'il a une inscription temporelle qui est longue, parce que si tu cites les travaux de Burrow, qui sont les travaux de la génération des années 50-60 et de Gazin, ils ont vraiment commencé à penser quelque chose à ce moment-là, qui anticipe très fortement des faits qui se produisent maintenant, à un moment où les technologies qui rendent ces effets matériellement de plus en plus présents n'existaient pas encore avec l'amplitude qu'elles ont désormais. Donc il y a quelque chose qui nécessite vraiment un temps de latence. Je ne crois pas qu'on puisse entendre immédiatement ce que tu nous dis. Est-ce que vraiment tu soutiens la thèse, qui serait une thèse anthropologique, ahistorique, d'un effet de boucle, c'est-à-dire nous revenons aux temps archaïques, nous serions en train de revenir aux temps archaïques par le biais d'un nouveau mode, nouveau rapport au monde, qui est issu de la prolifération des voix, qui se supporte de l'émission technique, c'est-à-dire des structures de la technique de l'information dans tous ces aspects. Est-ce que tu soutiens cette thèse? C'est une thèse anthropologique? Est-ce que c'est vrai? Non, mais est-ce que c'est vrai? Ou est-ce que c'est une thèse que tu pousses de manière spéculative et de manière provocatrice? Ou est-ce que tu penses qu'on doit la soutenir? Alors, est-ce que c'est un retour ou est-ce que c'est autre chose? C'est oui et non. C'est-à-dire, je ne crois pas du tout au retour. Mais comme image, je crois que c'est chez Vico qu'on l'a. Donc, après, ça ferait trop près de la structure de l'ADN, mais pour moi, si on avance en tournicotant sur une sorte d'escalier à vis. D'accord? Donc, il y a bien, admettons, pour donner une image, il peut y avoir du retour, et il y a des pointes de l'escalier qui sont directement connectées à l'escalier d'en dessous. D'accord? Donc, quand on est là, on est connecté à ce point-là, mais pas à ce point-là. D'accord? Nous, on est en train de tourner. Donc on est connecté à ce point-là dans l'histoire courte ou dans l'histoire longue, disons comme ça. S'il y a retour, c'est qu'il y a comme un positionnement dans les astres. Enfin, ça se reconnecte dans l'espace-temps. Si tant est que quelque chose comme ça se produise, eh bien, peut nous donner des éléments pour réussir à attraper deux choses. Qu'on sait, on est obligé d'oublier que la conscience a une histoire, on peut dire oui, ça on savait, mais qu'avant c'était pas la conscience. Et moi je trouve ça vraiment très très efficace, c'est-à-dire un autre état psychique. Est-ce qu'il était mieux, est-ce qu'il était moins bien? Est-ce que ça les a empêchés de vivre et de construire? Non, nous, effectivement, de nous imaginer comme des robots mus par des voix, ça le fait pas. On est bien d'accord. N'empêche que ça n'a pas empêché d'exister. Mais qu'au contraire, ce que nous sommes devenus a été construit en partie avec et en partie contre ça. Et tout d'un coup, notre situation aujourd'hui réactive un schème qui pourrait y ressembler. Voilà. Un schème de type, puis on dit schizoïde, c'est trop marqué, mais de type schizoïde, disons-le comme ça. Voilà. Ça, c'est l'hypothèse. Mais c'est pas du tout un retour et un machin. Mais l'image, c'est l'escalier de Vico, et moi je te dis, je tire des fils un peu, tu vois, et donc tout d'un coup, aujourd'hui on est plutôt en relation avec ça, alors que... voilà. J'en viens à une deuxième question, c'est l'effet politique de la chose. C'est-à-dire, tant qu'il y a de la conscience, il y a un état,
qui est un effet de centration, avec une doctrine, c'est-à-dire une idéologie qui correspond, des dispositifs juridiques, des dispositifs de production, des dispositions de criblage du territoire et de l'espace, des structures de pouvoir disséminées. Dans la configuration que tu annonces, que tu décris, que vous annoncez, avec les voix de tous ceux que tu cites, il y a une déformation du prisme politique centralisé, donc d'un appareil d'État, par exemple. Alors, la question que je te pose sur le plan politique, cette dissémination des voix, cette prolifération des voix dans une perception schizoïde, dépsychologisée de la réalité, qu'est-ce qu'elle implique dans les processus de pouvoir et dans la manière dont les luttes, les tensions entre les personnes dans ce dispositif se déploient? Est-ce que les dispositifs de communication sont de nouvelles structures de pouvoir? Alors, est-ce que le réseau des satellites, par exemple, est un dispositif de pouvoir? Bien. Donc, parce que la question, c'est est-ce que, au fond, cette enveloppe dans laquelle nous sommes pris englobe tellement tout que, de toute façon, jusqu'où il y a une forme d'absoluisation de totalitarisme de fait, parce que après, si on rentre dans le discours politique, moi je pense qu'on n'est pas en démocratie depuis longtemps, qu'on vit dans des formes de tyrannie, etc. Donc c'est une réponse bien sûr oui, plutôt oui. Après, est-ce que ces mêmes éléments peuvent être retournés? Sûrement oui, c'est clair. Et comment, par qui? Mais pour l'instant, c'est travailler moi, là, dans les semaines qui viennent, sur cette hypothèse d'un mensonge absolu. Qu'est-ce que ça veut dire? La pousser au bout. Et peut-être là, ça donnera aussi des petites indications sur comment rebondir. Mais je crois que si on arrivait à décrire, ça ne change pas grand-chose, mais à décrire la structure dans laquelle on est, enfin l'enveloppement dans lequel on est, comme englobant la totalité, ça permettrait peut-être de se demander comment. Alors après, le mieux, ce que je n'ai pas fait depuis quelques années, mais le mieux, ça va être par exemple de relire Ballard, ça je fais, et de relire Cadic, quoi. Vraiment. Un leader politique, quelqu'un dans cette histoire va dire quelque chose, on sait ce qui va être répondu de l'autre côté, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un discours politique complètement désincarné, hors de la voie. Ça me fait penser un peu, en image, mais c'est tout à fait différent, au film de Godard, Pierrot le Fou, avec la séquence absolument extraordinaire d'une soirée où il a fait parler les comédiens uniquement en slogan publicitaire, avec également le côté désincarné, mais qui fonctionnait très bien. Vous savez, moi, monsieur, ici à la Société Générale, mon intérêt est capital, etc. Il n'y avait que des slogans publicitaires comme dialogue, et ça fonctionnait. Ça fonctionnait, et c'est la voix qui vient de nulle part. Et alors, par rapport aux politiques, c'est quelque chose que je voulais aussi introduire tout à l'heure, c'est peut-être une approche d'une réponse à quelque chose que je cherche depuis le mois d'août, où j'avais fait une intervention à Cerisy sur la Boétie, le discours de la servitude volontaire. La Boétie, dans ce petit texte, fait uniquement un constat. Or, des politiciens, ce Marat, entre autres, se sont emparés du constat boétien pour faire un discours sur la tyrannie. Mais la Boétie n'a fait que constater. Comment se fait-il que 1 million d'hommes peuvent être asservis à un homme? Il dit, c'est pas la peur, qu'un homme ait peur de 10 hommes. De 100 hommes, allez, d'accord, mais de 1 million, comment fait? Or, et il ne donne aucune réponse. Et la grande erreur des gens de gauche et d'extrême gauche est d'avoir voulu s'accaparer ce discours en lui donnant des raisons. Mais peut-être que justement le discours désincarné, la voix désincarnée peut-être donner un sens au discours de la servitude volontaire. Pourquoi un homme peut en asservir 1 million? À cause d'un discours désincarné qui interdit en fait toute autre parole. La question, finalement, on va dire que je me pose depuis très 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 longtemps, c'est pourquoi la conscience n'a pas fonctionné. Et ça a commencé avec une expérience légèrement plus tardive. Moi, je suis juste après 68, mais donc la queue de la comète qui s'est égrenée à la fin des années 70, et de s'apercevoir que, effectivement, ce qu'on appelle la prise de conscience, ça prenait pas. Où la mayonnaise retombait, et elle retombait très vite, que quelque chose ne se stratifiait pas. Et donc,
tous ces problèmes-là me sont restés, j'y ai travaillé par intermittence, on va dire, mais de manière un peu plus consistante il y a 2 étés, et donc... j'ai une nouvelle question, voilà. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'entre ton intervention et par exemple les précédentes, il y a, toi tu nous montres qu'il y a une dépsychologisation, si on entend par conscience, disons le paradigme psychologique de l'homme occidental depuis Ulysse, puisque depuis la bêtise grecque, enfin, qui déjoue les dieux et qui en même temps s'affirme comme volonté dans le monde. Et donc il y a, alors ça serait la conscience, mais ça peut être le sujet réflexif, ça peut être le sujet du droit, etc. Le citoyen finalement, pour le traduire dans la rhétorique française. Et ça peut être même la figure de l'engagement finalement, parce que si on pousse ton raisonnement au bout, la philosophie de l'existence est une des formes de cette conscience-là. Alors là, ce à quoi tu nous exposes, c'est une dépsychologisation. Donc il y a une résistance de la psychologie, alors c'est pour faire écho à l'orateur précédent, mais pas dans un sens psychologique, au sens de la psychologie positive, au sens de la structure de l'homme réflexif, c'est-à-dire de ce que tu appelles la voie de la conscience, qu'on pourrait même faire remonter antérieurement au judaïsme ou à d'autres formes. Bon. Et qu'est-ce que c'est aujourd'hui qu'être dans la résistance du psychologique, ce dans quoi nous serions portés à être, c'est-à-dire encore des hommes des Lumières finalement, alors que d'une certaine façon ce à quoi nous expose le réel actuel, c'est à une destitution de ce paradigme, tant qu'à faire qu'il ne soit qu'un paradigme, c'est-à-dire pas une naturalité, mais quelque chose qui peut se défaire. Bon, alors là ça ouvre à une question, c'est est-ce qu'il y a des forces qui travaillent, alors des forces invisibles, ou quelles sont-elles, qui travaillent du côté du politique ou d'un autre politique à faire en sorte que la dépsychologisation soit l'œuvre du monde à venir. Parce que ça serait une autre question. Alors, dans ce point de vue-là, s'il y a des forces qui travaillent à la dépsychologisation, quelles existent comme force, comme puissance, comme volonté, ou comme projet, j'en sais rien, ou comme... Mais qu'est-ce que signifie une résistance du psychologique, c'est-à-dire qui est aussi la raison morale, finalement, ou la raison humaniste, à ce processus? Est-ce qu'elle n'est pas vouée d'emblée à une impuissance et une impossibilité parce qu'elle est confrontée à un dispositif et à d'autres paradigmes qui l'impuissante immédiatement, c'est-à-dire qu'il a... Alors, est-ce que c'est... Alors, la question, est-ce que tu penses, je ne sais pas, qu'il doit y avoir une résistance axiologique, et à mon avis, de la psychologie ou de la voie de la conscience ou pas? Qu'on lise, indépendamment du subissement, qu'on lise les journaux, qu'on regarde la télé, qu'on machin, je veux dire, on est en permanence devant cette question-là. Ah oui, Musil disait déjà ça dans L'Homme sans qualité, on arrière tout ou en avant tout, mais au fond, voilà quoi. On va aller tous dans le même sens, oui, bravo, voilà. Non, on va tous tenir. Bon, on est ballotté encore là-dedans. Donc il faut rien dire. C'est juste, pas dans une perspective nihiliste, c'est pas la question. Il faut juste faire péter ce truc-là, comme tu dis. Il n'y a pas de réponse après, pas comme ça. Il faut juste savoir. Moi, je pense que il faut rentrer dans des schémas. Enfin, je trouve souvent j'allais dire on va dire les bottes, mais les chaussures, les gants, le manteau de la philosophie. Toujours aussi agréable à porter quand on lit et de plus en plus lourd quand on est vraiment dans l'accumulation, pas seulement des références, mais de ce qu'on a fait, vécu et appris. Et je crois qu'il faut essayer d'alléger ça c'est sûr. Après, comment dire ça, on ne peut pas se refaire. On ne peut pas. Donc, c'est probablement pas pour nous. Bon, et ce que je voulais dire après, c'est essayer par contre d'aller chercher des petits bouts cut-up. On n'est pas obligé voilà, les systèmes, les machins. Des petits bouts de systématisation, plus ou moins fragmentaires, dans des champs alentours, en n'ayant pas trop peur de laisser un peu de côté notre habitude systématique. Voilà, on la garde, on ne va pas la défaire. Simplement, on n'est pas obligé de s'y accrocher. Absolument. Je veux dire, de toute façon, on ne va pas la perdre. Nous. Et si les autres, comme vous évoquiez, des gens qui n'en auraient pas, bon, pas sûr qu'ils n'en aient pas non plus comme ça. Je veux dire, je pense qu'il y a des phénomènes d'activation. Ce que vous racontez,
C'est ça. Et si on va chercher, alors dans la métaphore, au fond, ce qu'on essaye de faire tous, et c'est pour ça que c'est très simple et d'autant compliqué, ce qu'on essaye de faire tous, c'est de raconter, non pas de raconter une histoire, de construire quelque chose qui se tienne, qui embrasse le réel et qui puisse éventuellement dire, prouver, montrer qu'il agit un peu dessus. Alors, oublions les types d'associations, ce que dit tout simplement Burroughs, oublions les schèmes du roman, allons dans le cut-up. C'est pas faire n'importe quoi. Allons dans le cut-up, gardons de ce que nous avons le meilleur, certaines exigences, certains types d'exigences, mais restons dans ce qui fait aussi la valeur profonde de la pensée et qui est moins chez les grands penseurs et plus chez les, entre guillemets, petits, chez Montaigne, chez Musil, chez d'autres, la notion d'essai. Essayons. On n'a pas d'autre solution, simplement à chaque fois en mettant au plus haut des exigences et en allégeant autant que possible dans le discours, j'allais dire, ou dans l'effet produit sur l'autre, le poids que pourrait avoir la posture que l'on représente, quel que soit ce que l'on est. Voilà, tout simplement. Après... Ma question est plus aiguë, est-ce que ça tient à un monde où il n'y a ni psychologie rationnelle, ni théologie rationnelle? T'as rien, c'est ça que tu peux... J'insiste sur ce point. Est-ce que ce monde tient encore? Et s'il tient, qu'est-ce qui le fait tenir? C'est-à-dire, puisqu'il n'y a pas actuellement une philosophie, une idéologie, une religion autour des dispositifs informationnels, si ce n'est un certain nombre de théories dont on pourrait faire l'histoire, mais dans les années 50-60, toute l'histoire de la cybernétique, de la systémique, des sociologies de l'auto-organisation, etc., des dispositifs de l'auto-organisation, il y a une complexité qui est peu connue d'ailleurs, etc. Mais est-ce que ça peut tenir un tel dispositif? Qu'est-ce qui peut faire tenir un tel dispositif? Est-ce qu'il est un point de crise ou est-ce qu'il est un dispositif qui s'organise autour d'une nouvelle législation ou d'une nouvelle... Ou d'une nouvelle subjectivité. Je ne pense pas le mot, enfin, le subjectivité au sens du support d'une voix. Désubjectivation. Vous avez employé le mot de tyrannie, vous avez cité la Boétie, je comprends très bien. Je pense que le mot plus exact, déjà, c'est oligarchie. C'est le titre d'un ouvrage que vous devez connaître d'Hervé Kempf qui s'appelle Assez d'oligarchie, vive la démocratie. Très informé, ce livre, parce qu'il manque la collusion entre les élites financières, etc. Là, il est obligé de faire de la politique. Mais il faut le faire. Donc le mot oligarchie est plus exact. Il y a une oligarchie internationale qui gouverne le monde. Les voix désincarnées dont parlait monsieur, pour moi, ne sont pas de signes désincarnées. Ça, c'est les voix de la publicité et de la finance. Et c'est pourquoi c'est le mensonge absolu. Et puis, troisièmement, vous avez tous les deux fait allusion à une chose, en parlant de la spirale de Vico. C'est vrai qu'il y a un aspect cyclique dans la vie, mais comme la vie avant, c'était une mutation, donc au lieu de pouvoir tourner à plat, circulaire, elle se tire comme ça. C'est une très belle image. Donc, en réalité, ce qui se passe, c'est qu'il y a une mutation, en effet, qui vous a fait dire que les jeunes que vous rencontrez sont des mutants qu'on ne peut pas comprendre, avec quoi je ne suis pas du tout d'accord, parce que sur un plan, je vais vous dire, c'est que la mutation en question, c'est le passage à la culture Internet. Et vous faites allusion aux technologies, mais vous n'analysez pas assez comment fonctionne la culture Internet, et donc le mode d'accession aux images, aux discours, etc., des gens qui sont ce qu'on appelle digital born. Nous avons, nous, une fille de 21 ans qui fait partie de sa génération, c'est la première génération entièrement portable, machin, etc., culture numérique. Ils n'ont pas le même accès à la culture que nous, qui sommes les générations livresques linéaires, beaucoup plus lentes, qui ont un accès en revanche plus solide à la culture, et le divorce et l'incompréhension possible, il vient de là. Mais si vous faites le passage, vous aussi, à la culture Internet et que vous observez, vous comprenez beaucoup mieux quel usage on peut faire pour cesser d'avoir affaire à un outil aveugle qui nous agit au lieu que nous agissions, et à ce moment-là, ça devient un outil dont vous servez à vos propres fins, et qui peut être un outil de culture et d'éducation, et donc d'éveil. Voilà. On utilise les CD-ROM et CD-ROM comme l'information. Internet, c'est un outil, ça peut être le meilleur ou le pire. C'est-à-dire, il existe les formes de résistance physiquement représentées, et ils proïdent l'image, la mémoire de l'image, ce qu'ils ont fait au moment où ils étaient encore vivants, et qui deviennent un nouvel objet, qui serait leur objet, parce que ça, ils peuvent l'exercer très vite. Le gros, vous connaissez les jeunes que vous rencontrez, le gros problème de la culture Internet, c'est ce que j'appelle une culture horizontale. C'est-à-dire que ça met tout sur le même plan, sans compter que tout est vendable, donc tout se vend, tout se vaut. Et que la dimension historique qui est incarnée dans le temps, c'est-à-dire dans la durée, évidemment, ils n'y ont pas accès. Mais les plus intelligents d'entre eux, quand la vie leur aura prêté le temps de vivre, ils s'apercevront de l'insuffisance d'une culture purement de collage, justement, parce que vous parlez du cut-up, c'est formidable, mais le vrai cut-up d'aujourd'hui, c'est celui du zapping sur Internet permanent. Et là, on est Burroughs puissance 100 000, 1 million. La parallèle se perd, parce qu'on est dans un système
tout se vaut. C'est-à-dire que quand tu fais dans le cut-up, par exemple, c'est ce qu'on dit sur les voix et la désincarnation des voix. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'une égalisation absolue et d'un écrasement du message. C'est-à-dire que tout se vaut. Et du coup, il y a une espèce de désubjectivation qui en découle. C'est-à-dire que pourquoi accorder plus de valeur à cela qu'à cela, qu'à cela, qu'à cela? C'est du zapping, on est dans le cut-off, comme tu dis. Hein, et que du coup, il y a quelque chose qui quand même fait effet. Moi, ce qui m'intéresse dans ce que tu dis, Manuel, c'est les effets, dans ce que tu dis aussi d'ailleurs, c'est-à-dire c'est les effets de ça sur la subjectivité. Et il y en a. C'est évident. On ne peut pas dire qu'il n'y en a pas. C'est-à-dire comment, en effet, et ça, c'est incalculable. Je pense qu'on est pris dedans, et c'est complètement incalculable, c'est-à-dire ce qui est en train de se passer en termes de mutation ou de changement de subjectivité, on ne peut pas le calculer justement. C'est quelque chose qui nous arrive, on est dedans. Et je renvoie quand même au livre que je conseille réellement, qui est tout à fait passionnant dans la télé. Je fais mon Bernard Pivot 2 secondes, si vous permettez. Ce que nous enseignent les ruptures majeures, où elle arrive à ce genre de questionnement, qui est le nôtre en ce moment, hein, et elle dit, enfin, elle fait l'hypothèse qu'on est dans une rupture majeure. Voilà. Mais c'est très intéressant parce qu'elle part des penseurs antiques, elle fait toute une rétrospective en tant que psychanalyste, ce qui est louable, puisqu'elle fait un travail historique, philosophique, et où elle fait rentrer les enjeux, mais j'allais dire comme un ingrédient, hein, comme un ingrédient de lecture. Et elle ne part pas de la pensée analytique, mais elle la fait rentrer comme un ingrédient de lecture. Et elle démontre qu'on est dans ce qu'on appelle, on pourrait comparer notre actualité à ce qu'on appelle la période sombre de l'histoire. Il y a quelque chose qui... les temps obscurs. Alors, je m'excuse, je raconte pas monopoliser la parole, mais quand on est arrivé, vous échangiez, et je voulais juste, je l'ai enlevé de ce texte-là. Je voulais en fait aussi, il y avait une autre option, commencer, si vous avez vu et entendu parler, la pièce de Castellucci sur le concept du visage de Dieu. Les intégristes chrétiens. 15 jours plus tôt, il y avait un dénommé Lloyd Nowen, j'ai oublié son nom, un metteur en scène anglais, une pièce qui s'appelait Can We Speak About This? C'est pas des copains qui avaient pris les places, on est allé là, un truc magnifique, danseurs, mais non pas qu'ils se prennent pour des acteurs, mais qui disaient aussi du texte, qui étaient des interviews de gens, donc plutôt en Angleterre, islamistes, etc., convaincus, discours, ou de gens, ou en Hollande, ou voire en France. Donc chacun jouait, ou disait, véhiculait, pour l'essentiel des discours venant de gens qui pratiquent l'islam, y compris de ceux qui ont tué Van Gogh, donc le réalisateur hollandais, etc., voire aussi, bien évidemment, d'anglais. Hein, et l'enjeu apparaissait à travers toutes ces anecdotes, mais aussi de gens qui souffraient de ça, hein, de gens, de femmes qui pouvaient souffrir d'être voilées ou d'avoir essayé de s'en sortir. C'était assez... c'est pas le problème, mais c'est anti-islamique, c'était pas ça la question. C'était la question, à un moment, la dernière réplique, c'était la voix d'une femme anglaise, ménagère, 50 ans, âge moyen. Ah oui, mais moi je ne suis pas prête à mourir pour mes idées. Et finalement, je veux dire, simplement ce qui est mis en place. Mais c'est pas que l'islam, puisqu'on a nos intégristes à nous, qui sont là prêts à sortir le glaive pour le Christ, parce que j'allais dire, on profanait une image, très belle image du visage du Christ d'Antonello de Messine, mais bon, parce qu'on la profanait, hein, était prête à sortir les armes. Et au fond, l'histoire, là c'est plus une question, c'était aussi pour revenir à ça. Au fond, que disent, ce que vous disiez vous, mais que disent les résistants quand ils parlent? Parce que vous avez dit ça, j'ai peu des notes, c'est-à-dire qu'on était prêt à mourir, s'engager, résister, et nous, on est remis tous, mais d'un point de vue global, dans une guerre qui n'a pas tout à fait... Alors, elle a des auteurs et des machins, mais qui est une guerre économico-schtroumpf, généralisée, dans laquelle les combats ne sont pas chez nous, ils sont juste à côté, on les a un peu exportés, mais nous, on est en train de vivre cette déchirure-là, on vit dans une société afghanisée, libanisée, tout ce qu'on veut, et comment se positionner, puisqu'on n'est pas dans le combat, qu'en même temps il y a des forces à l'intérieur ou à l'extérieur qui viennent nous assaillir, répondre,
sachant que nous, on a été élevés quand même c'est nous qu'on est les maîtres du monde, dans tous les sens, en tous les cas on a raison, on est porteurs de la liberté, nous sommes les tenanciers, si je puis dire, du bordel de la conscience, c'est juste pour faire drôle, mais bon, et on ne veut pas lâcher la place. Et maintenant, eh bien, justement, la porte est ouverte, et le tenancier est véritablement contraint, mais alors, c'est pas grave parce qu'on est protégé. C'est ça qu'on croyait. Non, mais la conscience, quand je dis on, la conscience croyait, la tenancière du bordel de la conscience, qui est la conscience elle-même, croyait être en gros protégée, parce que, en fait, elle avait raison. Donc elle menait des combats marginaux. Et aujourd'hui, elle est assaillie de l'intérieur. Et voilà, c'est là que revient cette question. Dans une situation de guerre, effectivement, même 1%, c'est déjà peu. Mais voilà, enfin, c'était revenir sur ce point-là. Un petit détail complémentaire, c'est que dans la période historique actuelle, nous n'avons plus la représentation de l'ennemi. L'ennemi n'est plus représentable. Alors que pour le résistant, non, bien sûr. Avec une casquette, avec une tête de mort, bien sûr. Comment l'ennemi n'est plus représentable? Nous ne savons pas quel est les pauvres de la finance ne sont pas un ennemi pour vous? Mais si, mais comment le représenter? Oui, mais où est-ce qu'il est dans la résistance? Ce n'est pas les sous partout. C'est pas l'ennemi. Non, mais c'est pas sous cette forme-là. Tu ne peux pas t'y affronter directement, tu ne peux pas dire voilà. Ici, par exemple, les gens qui sont allés sur la date de la Défense l'autre jour, au pied du truc, c'était pas nombreux, mais ils sont allés s'affronter à ça. Ceux qui sont allés à la Bastille et qui ont été coffrés en comparution immédiate, je crois que c'était en juin, j'ai un ami qui était dedans, ils y sont allés se confronter, ils ne sont pas nombreux. Donc il faut vous sous-estimer. Là, vous dites, nous, les combats sont ailleurs. Moi, je dis, tant qu'ils ne sont pas ici. Oui, j'ai posté sur Internet une vidéo qui s'appelle « Une révolution mondiale est-elle en cours ?» Je l'ai posté fin août. Et je dis à propos des prochaines élections politiques françaises, déjà, si on les atteint sans encombre, c'est ce que maintenant les politiciens disent, c'est la première prudence à dire. Qu'est-ce qu'on en sait d'ici? C'est long une année, au rythme des événements et de la finance. Beaucoup d'analystes disent que l'euro peut s'effondrer dans les 2 mois. Donc vous êtes très optimiste de penser qu'on a encore une conscience protégée. Pas du tout. Moi je ne crois pas. Bon, non, mais je pense que c'est très... Et puis vous savez, les gens c'est... peuvent passer soit la destruction, la barbarie au combat très très vite. Oui. De volatilité sociale comme vous le voyez, parce que vous avez raison qu'il y a une fracture énorme. Pour reprendre votre... Non, mais c'est juste que là, après, c'est dans le temps qu'on a... Enfin, c'est pas déjà beaucoup monopolisé la parole. Juste pour revenir, je suis tout à fait de cet avis. Simplement, quand j'écris un texte qui s'appelle Lettre au tyran ou Essai sur la tyrannie, vous me dites c'est d'oligarchie. C'est pas vous dire vous avez raison. Sauf que précisément, outre que la tyrannie n'est pas nécessairement la dictature, mais on est au bord de ça, de ce que vous dites. Et là, je suis absolument d'accord. Ça peut virer demain aussi. Mais il a déjà eu lieu. Il ne faut pas dire qu'il va avoir lieu. Il a déjà eu lieu. Et il fait partie du déploiement même de l'économie. Ce n'est pas un phénomène étranger à la sphère économique, c'est un des éléments de son propre déploiement. Je vois tout le monde à aller sur Google, à aller taper le programme NBIC pour aller dans ton sens. Les nouveaux médicaments de demain, c'est demain maintenant d'ailleurs, c'est-à-dire les implants, c'est-à-dire ce qui va quand même être assez bouleversant parce que c'est déjà au Sénat, il y a des lobbying partout, ça s'appelle le programme Small Bank, quand même le savoir. Il faut s'y intéresser de très très près parce que c'est là, c'est-à-dire que c'est des enjeux économiques énormes et ça concerne en effet la subjectivité, le statut de l'être humain, le théos dont tu parlais, c'est-à-dire de toucher au corps. On a plusieurs possibilités finalement, soit de s'adapter, et ce que j'entends encore de ton côté, c'est de dire qu'on y est et qu'on fait avec, on fait des goûts et des cut-offs, etc., et qu'on s'adapte, soit quand même de résister et de dire quelque chose par rapport à cette nouvelle médecine ou ces nouveaux médicaments, la génération nouvelle des médicaments, qui est quand même très... Si vous avez vu Shutter Island, oui, non mais je m'envoie à ce film, c'est tout à fait important, parce que c'est au nom du bien. Non mais c'est au nom du bien, c'est-à-dire que la question et la promesse scientifique, c'est la réalisation du paradis sur Terre quand même. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'elle est en direct avec la pensée religieuse, c'est qu'on est en train de nous promettre quand même, le meilleur des mondes, réalisable maintenant, et c'est l'idéologie dans laquelle on baigne, avec la techno-scientifique, etc., et qu'on est dedans, mais à un point quand même très très avancé. Et c'est pour ça que je vous dis, allez voir le programme Small Bank, parce que c'est, comment dire, le discours de Sarkozy par exemple, qui vient de sortir sur les tirs au flanc dans les entreprises, qui bouffe, qui accentue le trouble de la sécurité sociale, c'est le premier argument
des gens qui en ce moment même au Sénat tous les jours font du lobbying en disant aux chefs d'entreprise, vous n'aurez plus de problème d'absentéisme, on va vous fournir des grilles d'évaluation pour recruter des gens formatés, hein, voilà, et que les malades mentaux, c'est un monde sans fou, je vous renvoie à ce film, c'est très important, c'est un film qui était diffusé par Mediapart, qui a circulé sur le net, et à la Salpêtrière en ce moment, il y a 2000 m² qui ont été construits d'ailleurs depuis un an, avec des enthousiastes absolus sur les nouveaux implants, sur les protocoles, sur les cobayes, sur les essais, on y est. Enfin, qu'est-ce qu'ils pourraient faire qu'on dise non, en effet, à aller trafiquer la subjectivité humaine, mais pas au sens du médicament, pas au sens du psychotrope, mais au sens de l'implant. Hein. L'implant, c'est tout à fait autre chose. L'implant, c'est tout à fait autre chose. C'est-à-dire que là, hein, on est dans un saut qualitatif. Oui, mais tu es en train de décrire l'ennemi précisément. Mais bien sûr. Comment identifier l'ennemi? Alors voilà un motif de combat. Vous les parler, écrire, faire des colloques, etc. Mais là, oui, mais le combat n'est pas terminé, comme monsieur a eu l'air de dire, c'est un combat économique. Non, on dit pas ça du tout, on dit pas ça. Voilà. C'est là-dedans, c'est pour ça que je vous dis que les psychanalystes qui se cantonnent à parler de l'objet et à faire des colloques. Nous avons de grandes Gélades. Mais c'est vrai, c'est pour ça que moi je fais ces journées. Voilà, j'insiste. C'est parce que moi je ne me cantonne pas à parler de l'objet et voilà. C'est vachement important. Bon, non mais voilà, bien. Chers amis, maintenant je vous propose, pour ceux qui ont un petit peu de temps et...